Madame, Monsieur, bonsoir. Revenu de question d'actu ce soir, l'impact de l'inflation sur le tissu entrepreneurial. En 2022, l'inflation devrait rompre avec l'évolution modérée qu'on a vécue ces 20 dernières années. Elle est de fait entretenue par deux facteurs, à savoir endogènes et exogènes. Selon Banque El Maghreb, toujours le taux d'inflation devrait frôler les 5% cette année, soit un plus haut depuis l'année 2000, sans oublier le taux inhabituel qui a été enregistré en 2008, qui était autour de 4%. Les impacts sont bien sûr dimensionnels, ils menacent les équilibres macroéconomiques et surtout sociaux. Le gouvernement a annoncé quelques mesures pour venir en aide à certains secteurs, mais quid du reste des entreprises qui n'ont toujours pas encaissé le coût Covid-19. D'ailleurs, à ce propos, selon les indicateurs de la Banque centrale, toujours les créances en souffrance continuent sur le rythme de progression et les réformes délais de paiement et de la commande publique seront-elles bien suffisantes pour appuyer le secteur privé? Quel rôle celui-ci est appelé d'ailleurs à jouer pour essayer d'impacter au minimum le tissu de la consommation aussi? Mes invités ce soir vont répondre à ces questions et nous allons également essayer de nous projeter dans l'avenir proche. Deux experts avec moi sur le plateau. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Abdelkhalq Touhami. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique. Bienvenue à vous sur le plateau de questions d'actu. Merci beaucoup, madame. Et le plaisir également d'accueillir depuis Khnitra par Skype Amine Diori, directeur études et communications chez Inforisque. Bonsoir Amine Diori, merci de vous joindre à nous dans questions d'actu. Bonsoir Khadija, merci de votre invitation. Alors tout d'abord, on va bien sûr revenir encore une fois sur ces chiffres de Banque El Maghreb, sur l'inflation d'abord. Professeur Touhami, c'est une première depuis 2 décennies que nous n'avons pas connu un taux d'inflation aussi important. Quels sont bien sûr les vecteurs qui ont mené à ce taux d'inflation inédit que nous sommes en train de vivre? Oui, comme vous le dites au début dans l'introduction, il y a des facteurs internes et des facteurs surtout externes pour le cas du Maroc. C'est d'ailleurs vécu à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou partout dans les autres pays. Ce qu'il y a, c'est que d'abord qu'après Covid, il y a une demande très importante qui a été enregistrée par le retour des activités au niveau de la demande, mais l'offre n'a pas pu suivre puisqu'il y avait encore des problèmes à ce niveau-là. Deuxième chose, c'est le retour de tout l'appui qui a été fait par les gouvernements avec une politique monétaire qui a beaucoup aidé le retour de l'activité économique. Donc, il y a eu beaucoup de liquidités à travers les pays. Ça, c'est le deuxième facteur. Et puis, il y a tout ce qui est géostratégique. D'abord, l'augmentation du prix du pétrole, même avant la crise Russie-Ukraine. Puis, avec la crise, le pétrole, le gaz et puis les produits alimentaires. Tout ceci a alimenté donc une poussée inflationniste à travers le monde. Et pour le cas du Maroc aussi, on a eu un peu les mêmes problèmes, les contre-coups de ça, sachant que pour notre économie, nous importons du blé, nous importons du gaz, nous importons du pétrole. Et nous importons de l'inflation, professeur Touhami. À travers ça, on importe de l'inflation. Alors, est-ce que vous pensez que ce taux pourrait être revu à la hausse en sachant que notre, bien sûr, fournisseur principal reste l'Union européenne, enfin quelques pays de l'Union européenne, et que dans certains pays comme la France par exemple ou l'Espagne, l'inflation est déjà à 2 chiffres, à 10%. Oui, s'il n'y a pas d'autres interventions ou des interventions de la Banque centrale pour calmer un peu la situation, on peut s'attendre à une inflation supérieure à 4,7% prévue par Banque El Maghreb. Donc on peut s'attendre à quelque chose comme 5%. C'est ce que nous ne souhaitons pas, mais le risque est là malheureusement. Nous allons revenir au domaine d'intervention de la Banque centrale. D'autres chiffres, cette fois avec vous, Amine Diori. Bien sûr, il y a cette question de contre-coup qu'a évoqué professeur Touhami en ce qui concerne toutes les aides qui ont été débloquées pendant la Covid, bien sûr pour soutenir l'entreprise marocaine et notamment à travers les Daman Oxygène, etc. D'ailleurs qui ont été reconduits pour certains. Bon, les créances en souffrance sont aussi à la hausse et à votre avis, est-ce que c'est lié au phénomène de l'inflation ou c'est tout simplement un impact qui était prévisible après toutes les aides bancaires qui ont été débloquées pour soutenir les entreprises en difficulté pendant la Covid ou après le passage Covid? Oui.
Alors déjà, il faut effectivement remettre les choses dans leur contexte. Je citerai pour commencer une étude de BAM qui avait étudié justement le niveau de solvabilité des entreprises sur une période de 10 ans et la conclusion c'était que au début de la crise Covid, déjà près de la moitié des entreprises présentaient de grandes fragilités. Donc déjà, ça c'est la première chose. La crise Covid est arrivée, baisse de chiffre d'affaires importante, délai de paiement qui augmente, fragilisation encore plus des entreprises marocaines, notamment les TPME. Vient ensuite effectivement la crise. Alors la crise Covid, effectivement, l'impact que ça a eu sur l'entreprise, c'est que ça a aussi déréglé énormément les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est-à-dire qu'on a vu quelque chose exploser et qui a un coût important pour l'entreprise, qui est celui de la logistique et notamment du fret maritime, dont les prix ont été multipliés par 10 et qui effectivement ont un coût important pour l'entreprise. Et ça n'a pas terminé parce que contrairement à ce qu'on croit, le Covid n'est pas encore terminé dans certaines régions du monde, notamment en Chine. En Asie, Quasiment le premier port du monde qui se trouve en Chine, qui est le port de Shanghai, est en train de connaître un confinement, ce qui va aussi ralentir considérablement le fret maritime. En tout cas, la logistique mondiale va être encore plus perturbée, ce qui risquerait d'engendrer des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième aspect, c'est l'aspect Covid qui a un impact direct, qui a eu un impact direct sur l'entreprise. Et puis maintenant, effectivement, entre la sécheresse qui augmente aussi les coûts de matières premières et qui nous fait produire de l'inflation sur les produits alimentaires, il y a également la crise en Ukraine où il n'y a pas simplement la question du blé, mais d'autres intrants importants pour l'entreprise que sont le pétrole, que sont le gaz, que sont les matières premières comme le fer, l'aluminium, etc., absolument, et dont les prix ont fortement augmenté ces dernières semaines et derniers mois. Et donc forcément, la question qui se pose pour l'entreprise, si elle ne veut pas voir ses marges se réduire encore plus, c'est de voir quel est le degré de répercussion de ces coûts supplémentaires au niveau du consommateur final. Et en début d'année, le vice-président de la CGM avait en partie répondu à cette question en disant que pour l'instant, les entreprises ne répercutaient pas entièrement le coût de l'augmentation de ces intrants, notamment le pétrole et tout ce dont j'ai cité, mais que ça ne pourrait pas durer éternellement. Ça ne pourrait pas durer éternellement, mais on le sent déjà, certains produits ont déjà augmenté. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin qu'on ait une déclaration du patron des patrons pour nier cela, parce que c'est une réalité que vivent beaucoup de Marocains aujourd'hui. Nous allons revenir à cela. Je veux juste, si vous permettez, revenir à ma question première sur les créances en souffrance, donc oui, l'impact aussi de ce contre-coup Covid et mêlé à l'inflation. Vous pensez que c'est un double impact en fait finalement, ou c'est le résultat de deux facteurs? Alors, tout est lié, effectivement. L'augmentation des créances en souffrance, c'est quoi? C'est dû à quoi d'abord? C'est dû à des entreprises qui étaient déjà fragiles au début de la crise, qui ont dû emprunter de l'argent pendant la crise pour tenir le coup et qui aujourd'hui ont du mal à rembourser. Tout simplement parce qu'elles ont des problèmes de liquidité et ça, effectivement, c'est un fait indéniable pour un très grand nombre d'entreprises et donc forcément ces créances augmentent en proportion évidemment des prêts qui ont été accordés, notamment des crédits de trésorerie, mais évidemment tout ça tient à cette fragilisation du tissu économique, notamment des TPME, et qui fait qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises ont du mal à rembourser. C'est d'ailleurs pour ça que l'État avait proposé il y a quelques semaines de cela de rééchelonner la dette, le remboursement des dettes d'Aman, Oxygène et Relance sur 3 ans, justement pour donner une petite bouffée d'air à ces entreprises qui aujourd'hui ont du mal d'un point de vue trésorerie. Exactement. Donc alors peut-être un mot là-dessus, professeur Touhami, aussi par rapport à ce concept. On entend parler d'une inflation ressentie versus l'inflation réelle, oui, à savoir celle qui a été annoncée, donc avec les chiffres de HCP, oui, ou d'ailleurs qu'on attend d'ailleurs, oui, on attend les chiffres du HCP, les chiffres trimestriels. Quelle est la différence? Oui, la différence réside dans la définition et de comment on calcule cette inflation. Les chiffres qui sortent du HCP, comment ils sont construits. Il y a une enquête qui est faite dans un ensemble de points de vente pour suivre un ensemble de produits et il y a des pondérations derrière pour voir l'évolution des prix et donc d'un indice composite des prix. La formule, je ne vais pas rentrer dans le détail, la formule de calcul repose sur des pondérations.
Et les consommateurs n'ont pas les mêmes pondérations, c'est-à-dire que votre panier de consommation n'est pas exactement le mien, et donc chaque consommateur a son propre panier de consommation. Et si les prix de mon panier augmentent plus que celui qui est retenu par le HCP, évidemment, je vais voir qu'il y a une différence entre ce que moi je ressens comme inflation, puisque les produits que moi je consomme ont plus augmenté que le panier considéré par le HCP qui revient à 2014. Donc on voit bien que très probablement il y a un déphasage entre ce que les gens ressentent puisque leur panier est différent de ce panier moyen considéré par le HCP. C'est ça la différence entre ce qui est ressenti par les consommateurs et ce qui est effectivement calculé. La formule de calcul, elle est la même un peu à travers le monde, sauf que les pondérations pour chaque consommateur sont différentes. Et qu'en est-il de l'inflation sous-jacente qui, normalement, ne dépend pas des prix volatiles, Exactement. à savoir les hydrocarbures, etc. Exactement. Pourquoi accélère-t-elle aussi au Maroc? Oui, elle accélère au Maroc puisqu'on avait, il faut le savoir, pour certains produits agricoles, même ceux qui ne sont pas nécessairement, dont ceux considérés comme dans le panier que l'on considère pour calculer l'inflation sous-jacente, il y a un écart et même ces produits-là ont augmenté. Donc il y a deux choses. Il y a la partie pour les prix pour lesquels il y a une augmentation plus grande, l'alimentaire et l'énergie. Il y a les autres. Et même les autres ont connu une augmentation. C'est pourquoi on enregistre, je crois, un taux pour cela de 2, quelque chose. C'est-à-dire que même les composantes du panier qui n'est pas liées à l'alimentaire ou à l'énergie ont augmenté. Voilà pourquoi on a cette augmentation. Très bien. Alors, bien sûr, Amine Diouri, vous avez évoqué ce point de répercuter finalement la hausse des prix sur le produit final, sur le consommateur en gros. Si on parlait aussi, donc vous avez parlé de cette question d'impact de l'inflation sur l'entreprise, qu'en est-il de l'investissement? Déjà, aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire sur la santé des entreprises marocaines? C'est votre spécialité un peu. Donc déjà, avant de parler d'investissement, est-ce qu'elles se sont refait une santé à même de pouvoir penser à investir et à agrandir le business ou à déjà le tenir en vie? Non, c'est une très bonne question. Et on avait fait une étude il y a quelques mois de ça sur justement l'investissement privé des entreprises. Sur une période de 10 ans, effectivement, on voit clairement que l'investissement privé est le maillon faible de l'investissement global au Maroc, que l'investissement privé ne représente pas plus de 20-25% de l'investissement global, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les 3/4 de l'investissement est porté par l'État. Et donc, effectivement, la question qui se posait, c'est comment redynamiser justement cet investissement privé, comment pousser les entreprises à investir davantage. Et évidemment, il y a beaucoup de choses derrière cela, c'est-à-dire qu'une entreprise n'investit que sous quelques conditions. La première, c'est qu'évidemment, il y a des perspectives de revenus supplémentaires. Donc, il faut voir soit le marché local, soit le marché international. Quelles sont les perspectives? Il faut au préalable se renseigner sur les marchés sur lesquels on souhaite investir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi avoir une vision macroéconomique qui soit plutôt claire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans un contexte où on voit crise mondiale, on voit les suites de la crise Covid. Un certain nombre d'entreprises qui sont encore touchées, notamment au niveau local. Donc, la vision, disons, de notre économie sur 12 mois et plus est assez floue. Donc, effectivement, ça n'aide pas non plus à investir. Maintenant, la théorie économique, et ça, je laisserai, je pense que mon confrère économiste sera plus précis que moi là-dessus, mais la théorie économique dit que, justement, en période d'inflation, les périodes d'inflation sont favorables à l'investissement parce que justement absolument. Le coût d'emprunt diminue par rapport à cette inflation qui augmente et donc le retour sur investissement est plus important. Et donc c'est durant ces périodes-là, théoriquement parlant, que les entreprises investissent davantage. Bon, ça reste de la théorie, j'y crois moyennement, mais voilà, la théorie dit ça. Très bien. Bon, alors. Professeur Abdelkhalq Touhami, on va revenir sur la question centrale qui est l'épargne et l'impact de l'inflation sur l'épargne. Mais est-ce que, selon vous, c'est le moment d'investir? Est-ce que, avec ces taux d'inflation, et bien sûr la politique monétaire qui reste très accommodante de la Banque centrale, le taux directeur a été maintenu jusqu'à nouvel ordre. Exactement. Malgré ce taux d'inflation de 4,7%, il est à 1,5%. Est-ce que vous pensez que c'est le moment d'investir et que théoriquement, les théories économiques ou d'économistes
supportent cette idée, soutiennent cette idée. Oui, c'est-à-dire que les paramètres de base comme ceux que vous venez de citer ou que Seduri vient de citer sont là. Ça encouragerait l'investisseur. Les taux d'intérêt, effectivement, de la Banque centrale sont faibles. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les taux appliqués par les banques commerciales soient 1,5%. S'il y a un écart, il faut important quand même. Oui. Important. On est à 4, jusqu'à 5 selon le type de. Donc c'est pas clair que c'est rentable. Effectivement, ce contexte devrait aider. Mais je crois qu'il y a une composante beaucoup plus importante qui impacte l'investissement, c'est l'incertitude. Et cette incertitude pèse beaucoup plus que ce qui est observé. Donc les investisseurs, que ce soit au Maroc ou ailleurs, craignent encore ce qui va venir. Quitte à voir maintenant, on le disait tout à l'heure, une remontée du Covid en Asie, les problèmes des chaînes d'approvisionnement, la difficulté d'avoir les matières premières qu'il faut. C'est-à-dire que même si on investit, il y a d'autres composantes qui sont sujettes à beaucoup d'incertitudes, qui fait que les rendements de notre investissement tout de suite. Et d'ailleurs, je crois que notre collègue au niveau d'Inforisque peut nous donner les chiffres d'entreprises qui ont disparu pendant cette période. Et ceci fait peur à d'autres investisseurs. Il suffit de regarder les secteurs qui ont été le plus impactés pour dire comment moi je vais investir alors qu'il y a d'autres qui ont été là et qui ne peuvent pas survivre. Déjà, en revenant sur les créances en souffrance, l'investisseur commence à avoir peur. Donc, il y a des facteurs positifs, mais il y a d'autres facteurs négatifs. Ceci dit, le gouvernement et la Banque centrale, Banque El Maghrib, ont essayé d'encourager les petits investisseurs, les petites et moyennes entreprises. Je ne crois pas que ça soit suffisant aujourd'hui pour espérer un investissement plus grand. On va encore attendre. Pour 2023, ça va être encore l'investissement public qui va tout tirer et non pas l'investissement privé, à mon avis. Bien sûr, un investissement public record de 140 milliards. De dirhams. Amine Diori, toujours sur cette question justement de l'impact des intrants, mais aussi la question que s'est posée professeur Touhami juste il y a quelques instants. Comment peut-on y voir plus clair? Est-ce que finalement c'est de l'ordre de l'État, c'est une prérogative de l'exécutif, alors que le monde entier est aujourd'hui dans une incertitude, déjà qui dure depuis la Covid-19. Est-ce qu'on a déjà des chiffres parce qu'on a parlé de créances, mais si on parlait d'entreprises en difficulté, voire même d'entreprises qui ont disparu ces 3 premiers mois de l'année, la tendance n'est pas à même de donner confiance aux entrepreneurs et investisseurs. Alors, si je reprends bien votre question, j'ai cru discerner une autre question qui était la question de la prérogative, des prérogatives de l'État, et la deuxième question qui était celle des défaillances d'entreprises. Alors, sur la question des défaillances d'entreprises, alors je reprends juste un petit peu en arrière. Donc, à fin 2021, effectivement, on a eu une augmentation assez importante de l'ordre de 25% des défaillances d'entreprises par rapport à 2019, parce que 2020 était une année exceptionnelle. Donc, une hausse assez importante des défaillances d'entreprises. Sur le premier trimestre 2022, pour l'instant, on ne ressent pas encore une augmentation forte des défaillances d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une progression, mais qui est de l'ordre de 5% pour le moment, sachant que le premier trimestre n'est pas un trimestre élevé en matière de défaillances d'entreprises, mais quand même, on ne voit pas encore de répercussions claires en matière de défaillances d'entreprises. Ça, c'est la première chose. Concernant la question des prérogatives de l'État, les prérogatives aujourd'hui, elles sont en grande partie respectées, puisque si l'inflation aujourd'hui n'est pas aussi importante qu'elle devrait l'être, notamment en matière de ressenti pour le consommateur final, c'est aussi parce que l'État prend en charge, via la compensation, une grande partie de cette augmentation des prix sur le gaz butane, sur les matières premières que consomment les Marocains notamment. Et donc, c'est pour ça que nous ne ressentons pas entièrement cette hausse des prix. Maintenant, évidemment, tout ça, ça a un coût pour notre budget parce qu'effectivement, la hausse du pétrole, du gaz, etc., qui est pris en grande partie par l'État, forcément, ça va augmenter notre déficit budgétaire et il faudra bien financer ça à un moment donné. Donc l'État joue son rôle pour l'instant d'amortisseur de la crise par rapport à cette question de l'inflation. Alors justement, le déficit commercial, les derniers chiffres de l'Office d'échange qui vient de tomber à fin février, le déficit commercial a déjà augmenté de 57%. Et le taux de couverture a perdu près de 5 points, s'établissant à 66% contre 61%
il y a quelques mois, donc un peu les chiffres vont commencer un peu à se détériorer. Se pose la grande question des équilibres macroéconomiques. Professeur Touhami, est-ce que, un peu comme on devrait revoir un peu notre politique vis-à-vis de ces sacro-saints, comme on les appelle, macroéconomiques, par rapport, comme ce qu'on disait, par rapport à comme le calcul de l'inflation qui est peut-être révolu et qu'on devrait revoir selon la conjoncture mondiale que nous sommes en train de vivre. Oui, c'est sûr qu'il faut revoir cet impact. Je crois que la crise ou les crises successives maintenant nous imposent un peu une nouvelle réflexion. En regardant juste ce qui s'est passé en Europe, personne ne parle plus des critères de Maastricht, regardez les déficits, les taux, etc. Là, on commence à accepter de dépasser à certains niveaux. Bien sûr, ça a des contre-coups, il faut faire attention. Maintenant, pour le compte courant, il est clair que la facture énergétique qui est pour beaucoup et ça va augmenter, c'est ça, étant donné les prix du pétrole, les prix du gaz, il est clair, même maintenant pour le blé, ça coïncide malheureusement pour nous avec une année agricole qui n'est pas bonne et les prix des céréales qui sont là où ils sont, et donc il est clair que notre déficit commercial du compte courant va être important. Maintenant, comment on doit le gérer? C'est une situation de court terme, donc il faut la gérer d'abord de court terme, mais il y a ce qu'on doit faire à long terme pour que notre économie puisse être plus compétitive, pour exporter plus, pour éviter certaines importations qu'on ne doit pas avoir. Ça d'un côté. De l'autre côté, tout ceci, ça nécessite des devises. Et donc, ça nécessite aussi un accompagnement. Je crois que la Banque centrale le fait. On a, je crois, quelque chose comme entre 6 mois et quelques jours d'importation en termes de devises. C'est-à-dire que c'est pas inquiétant pour l'instant, mais on doit faire attention puisque si la crise continue et si les prix d'énergie, de céréales continuent là où ils sont, et même d'autres produits, puisque lorsqu'on regarde les prix, par exemple, de la construction, le verre, le fer, etc., tout ceci augmente, le ciment, tout ceci augmente, et donc le risque de détérioration du compte courant va s'en sortir, et donc il y a sortie de devises. Tout ceci doit être surveillé et les autorités doivent le surveiller, évidemment la Banque centrale et le gouvernement. L'autre côté de ces déficits, c'est le déficit public. Et là encore, on va avoir un problème. Tout à l'heure, Douiri parlait de la compensation. Oui, le gouvernement réussit à amortir, puisqu'il accepte de payer en partie. Mais ceci a un coût, quelque part, quelqu'un le paye, c'est le gouvernement. Et donc, le déficit budgétaire va devoir augmenter. Je crois que la dernière prévision de la Banque centrale le situe entre 6 et 7, 6,3. Et donc, on est sûr qu'on va avoir un déficit public et donc un endettement. Toutes ces variables doivent être mises en contexte pour que l'on sache où est-ce qu'on s'oriente, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on attend surtout on attend les recettes fiscales du mois de mars pour savoir comment se portent un peu les recettes de l'État. Exactement, on attend ça. Je ne sais pas, je crois qu'il y a eu une amélioration. De la dernière publication, il y a eu une amélioration, mais il ne peut pas absorber tout le manque à gagner qu'il y a eu. On sait que le gouvernement, dans le dialogue social, dans la prime pour les transporteurs, pour d'autres secteurs que l'État va devoir augmenter, il va y avoir encore d'autres dépenses. Et donc, le déficit public, on doit s'attendre à ce qu'il atteigne très probablement 7% à la fin 2022. Et donc, est-ce qu'on doit l'accepter et comment on doit le gérer? C'est la question qui est encore posée. Il y a certains même vont jusqu'à dire, est-ce qu'on ne doit pas revoir cette loi de finances, puisque 2 mois après, il est devenu caduc? Est-ce qu'on doit continuer à respecter des choses qui, de toutes les façons, sont dépassées aujourd'hui? Ce sont des questions, on n'a pas toutes les bonnes réponses, mais on doit en discuter au moins entre tous ceux qui s'intéressent à cette situation économique du pays. Très bien. Amine Diouri, justement, revoir la loi de finances. Merci pour cette transition, professeur Touhami. Revoir cette loi de finances, si oui, comment? Certaines voix commencent à s'élever pour demander un soutien tout simplement au moteur aussi, un des moteurs de l'économie, qui est la consommation à travers la réduction de taxes, notamment de TVA. Comment soutenir la demande intérieure pour que, justement, cette demande intérieure soit maintenue, parce que beaucoup de secteurs en dépendent, et aussi l'épargne des citoyens marocains. Je vous ferai réagir. Est-ce que vous pensez que la loi de finances rectificative pourrait prendre en compte ce genre de facteurs, Amine Diouri? Alors, elle doit prendre en compte déjà une situation qu'on a une croissance qui va être très faible cette année. On parle quand même de 0,7%.
contre 4 au début de l'année. Donc, effectivement, rien que pour ça. Et puis, mécaniquement, une baisse importante de la croissance économique, c'est aussi une baisse des recettes fiscales qui vont être payées par les particuliers, par les entreprises. Et donc, forcément, avec moins de recettes, comment on réussit à aider le plus de monde possible? C'est ça, aujourd'hui, la véritable difficulté. Alors, effectivement, aider le particulier, parce que vous avez cité le cas de l'essence notamment. Ça, c'est une question qui se pose un peu partout dans le monde. Et effectivement, on sait que dans le prix de l'essence, dans le prix de 14 dirhams le litre aujourd'hui qui est payé, on sait qu'il y a plus de entre 50 et 70% de ce prix qui finalement sont des taxes donc que reçoit l'État. Et donc la question légitime qui se pose, c'est de savoir jusqu'où l'État peut réduire justement ces taxes et TVA justement pour aider le consommateur final et que le coût supporté à la pompe soit supportable par tout le monde. C'est une vraie question. Maintenant, le professeur a très bien rappelé aussi que nous sommes dans une situation où on a un déficit public qui est quand même relativement élevé, un déficit budgétaire qui va s'accroître cette année, des recettes qui vont être moindres du fait des crises successives que nous avons subies. Donc forcément, la question, et je la repose encore une fois, et je n'ai pas de réponse parce que c'est un exercice qui est extrêmement difficile, comment on peut aider davantage de gens avec moins de recettes? Et je trouve qu'effectivement, la discussion va être extrêmement difficile parce qu'effectivement, il n'y a pas de baguette magique. On peut emprunter sur les marchés davantage d'argent, mais à un moment donné, ça a aussi une limite, c'est-à-dire que les déficits publics peuvent augmenter jusqu'à un certain niveau, jusqu'à qu'à un moment donné, les investisseurs internationaux disent stop, ça suffit, l'endettement est devenu insupportable. Mais voilà, c'est une vraie question et malheureusement, je n'ai pas de réponse à apporter. Et je pense que la tâche du gouvernement sera extrêmement difficile parce qu'il y aura effectivement des choix à faire. Qui décide-t-on d'aider? Est-ce qu'on va davantage aider les consommateurs finaux, le particulier? Est-ce qu'on va aider davantage les entreprises, notamment certains secteurs sinistrés aujourd'hui par la crise, notamment, on pense notamment aux transporteurs qui... Alors justement, quels sont les secteurs les plus sinistrés aujourd'hui, Amine Djouri? Bon, alors évidemment, le transport aérien, le transport terrestre, le coût de l'essence a une répercussion directe, mais on peut citer d'autres... par exemple, je voyais par exemple dans l'agroalimentaire le prix de certains intrants qui ont fortement augmenté du fait justement de cette crise en Ukraine, notamment tout ce qui est graisse végétale, avec des augmentations de plus de 400%. Effectivement, donc ça diminue fortement les marges. Ils ne peuvent pas répercuter ces entreprises, cette industrie ne peut pas répercuter l'augmentation des prix des intrants. Donc forcément, tout ça a des répercussions fortes sur certaines industries et donc forcément ça les fragilise un petit peu. Alors ça les fragilise, mais bon, les prix ont fortement augmenté bien avant la crise Covid-19, notamment sur les huiles de table auxquelles vous faisiez plutôt référence, Amine Djouri, professeur Touhami. Quand on parle d'impact, aujourd'hui, l'impact, il n'est pas sur que les couches sociales défavorisées. Aujourd'hui, il y a un très gros risque sur un impact quand même dévastateur, et je pèse mes mots, sur la classe moyenne. Comment aider cette classe moyenne qui reste quand même la soupape de toute une société et j'ai envie de dire aussi la locomotive de cette demande intérieure? Est-ce que aujourd'hui, il n'est pas temps de penser davantage à cette classe moyenne et de ne pas, parce qu'on a tendance à la mettre de côté quand on parle de programmes de soutien ou de plans de soutien, notamment pour les couches défavorisées? Tout à fait. L'impact, malheureusement, est assez généralisé. Donc, c'est clair que tout le monde, on sortait de la crise Covid et puis beaucoup de la classe moyenne a été touchée. S'il n'y avait pas les aides du gouvernement, c'est clair que la situation aurait été encore plus dramatique. Maintenant, avec l'arrêt des aides du gouvernement, puisque le gouvernement ne peut pas aider indéfiniment ces classes, ces catégories, et avec ce qu'on est en train de vivre, le pouvoir d'achat de beaucoup de
plusieurs tranches de la population sera impactée avec les augmentations de prix. Si on regarde même pour la classe moyenne qui cherche, par exemple, un logement, on voit bien que le secteur du bâtiment est en train aussi de souffrir, si on l'ajoute à ce que disait c'est Amine tout à l'heure. Et donc, la classe moyenne va souffrir puisque son pouvoir d'achat, même si les salaires sont ce qu'ils sont, même s'ils augmentaient un peu, l'augmentation des salaires ne peut pas absorber toute l'augmentation des prix. Et dans ce cas, il va y avoir pour certains, elle peut même accroître l'inflation. Oui, pour certains, c'est clair qu'il va y avoir une perte de pouvoir d'achat, en particulier pour une partie de cette classe moyenne à laquelle vous faites allusion. Et donc, le gouvernement doit prendre en considération non pas seulement aider les classes pauvres, mais aussi une partie de la classe moyenne. Alors, comment il est clair, dans certains pays, ce que le gouvernement a fait, mais nous, on part d'une situation où il y a déjà un déficit public, et on voit pourquoi, comment. Dans d'autres pays, il y a un chèque qui a été remis carrément à des ménages. Donc, au lieu de toucher à une taxe, on donne directement des aides en argent à des ménages selon des critères bien définis. Alors maintenant, comme on ne peut pas mettre en place rapidement un tel système au Maroc, nous n'ayons pas un registre, n'ayons pas un suivi sur le revenu. On rappelle qu'on l'attend toujours, le RSU. On l'attend toujours, je sais pas, ça prend un peu de retard, on ne comprend pas trop pourquoi. Mais l'idée serait d'agir à travers le seul mécanisme possible, c'est la TVA. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'évoquais la seule possibilité qu'on a à court terme pour corriger ce qu'on peut corriger, c'est d'aller toucher à certains niveaux d'impôts, de TVA que l'on peut réduire au moins à court terme pour que l'on puisse laisser respirer certaines classes sociales. Puisque si ça continue comme ça, et s'il y a augmentation des prix, on parlait de carburant, mais on peut aussi parler de produits alimentaires, puisqu'ils ne sont pas tous contrôlés, et dans ce cas, il y a encore une perte de pouvoir d'achat. Si vous faites le lien avec l'épargne, puisque vous parliez tout à l'heure d'épargne, ben non, la première chose que les ménages font lorsqu'il y a augmentation des prix, s'ils veulent conserver leur niveau de dépenses, c'est qu'ils réduisent leur épargne. Et puis même, ils s'endettent dans plusieurs situations qu'ils veulent conserver. Et donc la situation n'est pas à l'épargne, on est à réfléchir à comment amortir l'effet de l'augmentation des prix pour toutes les classes, y compris pour la classe moyenne, et le gouvernement doit faire ce qu'il peut faire à ce niveau. Quel est l'impact et le résultat d'une épargne qui s'amenuise ? Le résultat d'une épargne qui s'amenuise, il y a deux niveaux. Il y a le niveau microéconomique. Pour les ménages, ça réduit leur potentiel pour acquérir plus de biens durables par la suite, voitures, logements et tout ce qu'on peut imaginer. Mais au niveau macroéconomique, ça réduit l'investissement. Il faut savoir qu'il y a une relation très simple. Pour investir, il faut qu'il y ait une épargne. Et si cette épargne diminue, le gouvernement en déficit, les entreprises Sidouiri nous disent qu'ils ont des difficultés de leur côté. Et si les ménages ont leurs difficultés puisqu'ils n'épargnent pas, c'est l'investissement dans sa globalité qui va en souffrir pour l'année T+1, c'est-à-dire à partir de 2023. Il va y avoir moins d'épargne et donc moins d'investissement. Et la relation est assez évidente à ce niveau. Donc au niveau macroéconomique, moins d'épargne signifie moins d'investissement dans le futur. Et au niveau microéconomique, je vous ai dit, c'est un amortisseur pour préserver au maximum la dépense. Et donc on va désépargner pour compenser et consommer plus. Amine Djouri, alors on parle aussi de cette réforme de la commande publique, ses aspirations. Alors, comment faire comme cela a été exprimé de ses voeux, l'État doit faire de la commande publique un véritable instrument de développement productif. Comment en ces temps difficiles ? La commande publique, c'est un serpent de mer, c'est-à-dire qu'on en parle depuis des années, c'est-à-dire aider davantage, en tout cas inclure davantage les TPE et les PME dans la commande publique. Alors il y a des lois qui ont été mises en place qui effectivement visent à favoriser cette inclusion, notamment les TPE, certaines associations, les auto-entrepreneurs, etc. dans la commande publique. C'est très bien. Après, on n'a jamais eu de chiffres officiels sur le taux d'inclusion justement de cette catégorie de très petites entreprises dans la commande publique, mais il est évident qu'aujourd'hui, plus que jamais, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je parlais de l'importance de l'investissement public aujourd'hui, qui représente 75% de l'investissement global. Donc l'argent public est extrêmement important pour aujourd'hui aider un grand nombre d'entreprises qui connaissent un certain nombre de difficultés. Maintenant, la question est concrètement, dans les faits,
est-ce qu'on arrive à inclure ces entreprises, ces très petites entreprises notamment qui souffrent le plus? Et la question aujourd'hui, on n'a pas de chiffres officiels qui permettent d'affirmer ou d'infirmer cette phrase. Donc aujourd'hui, on a très peu de visibilité là-dessus, mais il est évident que la commande publique, c'est un vieux serpent de mer. On en parle tout le temps, mais on sait qu'aujourd'hui, en tout cas jusqu'à très récemment, les petites entreprises étaient encore exclues de cette commande publique. Et donc, voilà, ça a un impact aujourd'hui plus que jamais, puisque c'est aussi une question de survie d'un grand nombre de petites entreprises. Oui, mais alors, du coup, parce que vous avez parlé, on manque beaucoup de chiffres, hein, professeur Touhami, notamment, ne serait-ce que par rapport à ces marchés de commande publique, mais aussi, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça m'avait échappé, ça me revient, comment savoir si, effectivement, une entreprise ne répercute pas les prix la hausse en tout cas des prix à l'international sur les prix comme ça a été avancé. Est-ce qu'on dispose de ce genre de data, de données aujourd'hui, professeur Ça devrait, c'est-à-dire que les enquêtes de structure qui nous permettent de dresser. Oui, Amine Djouri. On va pouvoir y répondre à cette question, mais pas tout de suite, parce qu'on le verra dans les bilans des entreprises de l'année prochaine. Effectivement, on verra si les marges sont fortement réduites au niveau des entreprises, notamment industrielles, et on verra tout de suite s'il y a une stabilité des marges, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné répercussion, puisqu'on garde des marges identiques, alors que normalement la logique aurait voulu que si on répercutait entièrement, les marges auraient pu baisser. Et inversement, on verra si elles ont baissé, c'est qu'effectivement il y a eu une non-répercussion. Donc tout ça, on le verra au niveau des bilans de l'année prochaine. Et surtout au niveau, n'est-ce pas, des chiffres d'affaires, mais aussi de tout ce qui est... De toutes les marges. L'idée, c'est ça, c'est-à-dire que on a une situation avant les augmentations actuelles des prix. Pour voir est-ce qu'il y a eu répercussion ou pas, ça dépend des entreprises et des produits qu'ils vendent. S'ils ont une élasticité demande de l'autre côté qui est faible, ils vont toujours continuer à recharger et donc leur marge serait sauvée, mais ce sont les prix de ces biens qui vont augmenter. S'ils ont une élasticité perçue de l'autre qui est très grande et donc ils risquent de perdre, probablement que leurs marges vont baisser. Comme ça, ils ne vont pas entièrement répercuter ces augmentations de prix. Lorsque vous parliez tout à l'heure des huiles de table, on a vu que les prix à l'interne ont augmenté, c'est-à-dire que les entreprises qui vendent de l'huile de table au Maroc ont augmenté, ils ont répercuté les augmentations des prix à l'international sur le prix des biens au niveau national. Donc la réponse ne va pas être générale. Et la seule façon pour l'observer, c'est on va attendre la fin de l'année 2022 pour voir les comptes des entreprises au niveau par secteur et puis individuel pour savoir quelles sont celles qui ont été capables de répercuter les augmentations de leurs intrants, dans les prix de leurs intrants sur leur prix de vente. Donc c'est ex post qu'on va pouvoir le voir. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On n'a pas d'informations. C'est pour ça que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui évoquent cette question, et notamment sur les réseaux sociaux, ils disent que comment ça se fait que si le baril est en dessous des $100 aujourd'hui, enfin depuis hier soir, pourquoi alors le prix à la pompe n'a pas bougé? Là, il y a une asymétrie, ça c'est malheureusement le cas. Il y a une asymétrie, c'est-à-dire que les entreprises augmentent lorsqu'il y a une augmentation et le retour ne se fait pas avec la même pente. Il y a une asymétrie dans la réaction des entreprises. Lorsqu'ils y gagnent, ils augmentent vite. Lorsqu'ils y perdent, ils font avec un délai plus grand. De millions de Marocains qui en souffrent aujourd'hui. Enfin, on parle du diesel à 14 dirhams 50, enfin, le pétrole est 14 dirhams 50. Ouais. Je veux dire, comment on peut encore penser à faire des gains, sachant que, bon, de toute façon, est-ce qu'il n'est pas temps aussi de revoir notre politique par rapport, par exemple, à cette question des hydrocarbures, professeur Touhami? Oui, il faut la regarder, mais donc sous quel terme? Est-ce qu'il s'agit de la regarder de façon à la subventionner, à réduire l'impôt, c'est Douéry disait tout à l'heure, c'est au niveau de la fiscalité qu'il va falloir agir. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de moyens pour réduire. Lorsqu'on regarde la structure des prix des hydrocarbures, la seule partie où on peut effectivement intervenir de façon efficace, c'est la partie fiscalité. C'est le gouvernement. Mais ceci a un impact, puisque c'est une recette de moins pour l'État. C'est ça. Et donc, le déficit public va augmenter. Donc, on doit faire un choix. Il y a un arbitrage à faire. Soit on préserve le pouvoir d'achat et de l'entreprise aussi en termes de compétitivité. Et dans ce cas, on va réduire la fiscalité sur les hydrocarbures. Ça, c'est la solution que l'on a. Mais sinon,
si on le fait, c'est le déficit public qui va augmenter puisque c'est une recette en moins pour l'État. Et c'est un arbitrage à faire. D'autres pays l'ont fait, peut-être qu'on doit le faire au moins de façon conjoncturelle. C'est quelque chose qui est sur la table et je crois que le gouvernement n'est pas dupe. Il doit voir que c'est la solution. Oui, ou peut-être se repositionner sur les autres frais ou peut-être aussi commencer à en stocker davantage de cette denrée si importante. C'est trop facile à dire qu'à faire. Pourquoi ? Le stockage, il faut construire puisqu'il n'est pas facile. Mais on a déjà des installations. Pourquoi ne pas revenir aux installations qui existent déjà ? La SAMER, vous parlez. Oui. Ça, c'est une autre question qui est sur la table du gouvernement. Depuis, les endroits de stockage que nous avons sont limités. Il faut les gérer d'abord sur le plan juridique et puis pour pouvoir les utiliser pour stocker. C'est une possibilité. Mais stocker, il faut d'abord se positionner à l'achat pour acheter moins cher et pour stocker. Donc, il y a toute cette... Peut-être revoir ça à l'avenir. Exactement. Alors, on parle aussi de souveraineté. Amine Djouri, inflation, souveraineté industrielle. Au moment où on parle de souveraineté industrielle, est-ce que vraiment le produit Made in Maroc, avec toute la hausse de tous les intrants, quasiment tous, est-ce qu'on peut encore parler de compétitivité de l'entreprise marocaine ? Alors, déjà, pour répondre à la question de la compétitivité, donc il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui plaçait le Maroc, une étude internationale, alors c'est un grand organisme international, qui plaçait le Maroc parmi le top 5 des pays africains en matière de compétitivité dans le monde. Ça, c'est la première chose. Ensuite, plus que jamais, je pense que le Made in Morocco est nécessaire. Ce qui va nous éviter d'avoir des problèmes comme nos voisins algériens ou tunisiens aujourd'hui, qui ont beaucoup de problèmes en termes d'approvisionnement, que ce soit des produits alimentaires ou autres. Nous, heureusement, effectivement, on a des stocks de matières premières, notamment pour certains produits céréales. Effectivement, on a un petit peu de stock qui nous permet de tenir, mais plus que ça, on a une industrie agroalimentaire qui permet justement d'être plus ou moins indépendant par rapport justement aux importations. Et je pense qu'effectivement, plus que jamais, cette question de souveraineté, en tout cas alimentaire, elle est extrêmement importante. Et donc, effectivement, alors après, je dirais pas quoi qu'il en coûte, mais en tout cas, elle est extrêmement importante dans le contexte actuel. Après, la question de la compétitivité, on voit clairement que quand même, on reste compétitif par rapport à un certain nombre d'autres pays qui sont voisins ou concurrents, entre guillemets. Et donc, on s'en sort quand même plutôt bien. Est-ce que vous partagez cet avis et surtout le risque de stagflation? Et quand on parle de stagflation, ça veut dire que ça dure dans le temps, c'est ça? Oui, ça peut durer dans le temps. On est en train de le vivre dans plusieurs situations. C'est quoi stagflation globalement? C'est qu'on se trouve dans une situation où il y a inflation et il n'y a pas croissance. Donc oui, on y est dans plusieurs pays, c'est le cas. Lorsqu'on parle pour le cas du Maroc à un taux de croissance de 1%, de 0,7%, oui, et une inflation de 5%, c'est un peu ça. Donc on risque d'y être. Est-ce que ça va durer? La question d'abord de la durée de l'inflation. Certains croyaient, on continue à croire que l'inflation est conjoncturelle et qu'il va disparaître. Il semble qu'aux États-Unis, le discours même de la Fed dit attendez-vous que l'inflation cette fois-ci va rester pour longtemps. Et donc, avec les contre-coups des différentes crises géopolitiques, si on n'a pas croissance et qu'on a inflation, on va être dans une stagflation et qui risque de durer combien? Personne ne sait aujourd'hui combien. Mais évidemment, pour nous, importateurs de produits énergétiques, c'est une situation qui risque de peser lourd sur la situation. La seule chose qu'on peut, c'est lutter contre l'inflation, au moins au niveau interne comme on peut. Celle importée, ça nous dépasserait très probablement. Et donc, la stagflation est là aujourd'hui de façon conjoncturelle et pourrait durer quelques années, c'est clair. Quand vous dites qu'on peut contrôler plus ou moins cette inflation endogène, à quoi faites-vous allusion? Quelles sont vos recommandations là-dessus? Je fais allusion à plusieurs. D'abord, la dépense publique qui n'est pas nécessairement utile, la réduire. On ne parle pas d'investissement public. Non, on ne parle pas d'investissement public. La dépense publique, autre que l'investissement, devrait être contrôlée davantage. Je crois qu'une note qui a été adressée au ministre à partir du chef de gouvernement qui demande justement à réviser les dépenses de chacun des ministères, il y a déjà ça. La Banque centrale qui fait certainement son travail pour contrôler, pour regarder où probablement qu'il va y avoir dans le futur des augmentations du taux directeur de la Banque centrale.
on a accepté, ces Jouari a demandé à tout le monde, attendez-vous à une inflation 4,7%, et il ne faut pas croire que c'est à cause de nous, c'est puisqu'on a voulu soutenir l'activité économique qu'on va accepter 4,7%. C'est pas l'habitude de la Banque centrale du Maroc. On l'a accepté de façon, on va dire, conjoncturelle, même exceptionnelle. Probablement que dans le futur, on va réviser les taux directeurs de la Banque centrale et faire en sorte que cette inflation baisse. On l'anticipe à moins de 2,7%, quelque chose comme ça en 2023. Si c'est le cas, c'est bien. Sinon, la Banque centrale va devoir intervenir pour freiner un peu l'inflation qui, on l'a dit tout à l'heure, zappe tout. Tous les revenus fixes, les retraites, les épargnes, etc., sont touchés négativement par une inflation. Et donc, il faut la mettre en équation et voir comment on peut lutter. Celle importée, ça nous dépasse, mais celle qu'on peut gérer, on doit faire en sorte pour l'atténuer. Amine Djouri, parce qu'il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission, aujourd'hui, surtout en ce qui concerne, n'est-ce pas, nos entreprises, notre tissu entrepreneurial marocain. Aujourd'hui, le parent pauvre reste la TPE et c'est encore une fois cette toute petite entreprise qui n'a pas accès à la commande publique pour justement un peu alimenter sa trésorerie, acculée souvent par la dette. Est-ce qu'on en prend assez soin de ces TPE et que faut-il faire? Bien sûr, sans parler de l'impact de l'inflation, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Alors, que faut-il faire davantage pour cette TPME, surtout TPE? Alors, je finirai ce que vous avez commencé à dire, c'est-à-dire cette TPE qui n'a pas accès à la commande publique, qui a très peu accès aux prêts bancaires, la TPE qui, globalement, contrairement à ce qu'on croit, n'est finalement très peu endettée puisque finalement, c'est des fonds propres qui permettent, enfin, c'est l'argent des associés, des actionnaires qui permettent justement à cette TPE de vivre. Cette TPE qui subit des délais de paiement qui sont extrêmement élevés, et encore plus pendant la crise Covid. Je parlerai aussi de la TPE avec des marges très faibles, et la TPE qui est la première victime en matière de défaillance d'entreprise. Donc, je pense que la réponse, elle est dans ce que je viens d'énumérer, c'est-à-dire qu'effectivement, on prend assez peu soin de notre TPE aujourd'hui. Après, la question de faire comment on aide cette TPE à aller un peu mieux, évidemment, il y a énormément de choses à faire. Peut-être une fiscalité appropriée pour cette catégorie d'entreprise. Peut-être, justement, on en a parlé, accroître cette commande publique, justement permettre à cette petite entreprise de prendre sa part du chiffre d'affaires qui est aujourd'hui mis en place par l'État. C'est aussi réduire, c'est une question extrêmement importante, réduire ces délais de paiement. Aujourd'hui, on paye extrêmement mal cette TPE, on la paye avec beaucoup de retard. Et évidemment, comment une TPE s'en sort quand elle est payée à 280 jours? C'est une vraie question aussi. Donc, dans les faits, voilà comment on pourrait aider l'entreprise. Plus de chiffre d'affaires, moins de délais de paiement, un accès plus fort, plus important au crédit bancaire. Voilà. Mais ça ne dépend pas vraiment de l'État, ça dépend du GPBM. Ça, c'est une autre histoire. Alors, la commande publique, c'est l'État. Oui. Les délais de paiement, c'est aussi l'État. Et effectivement, le prêt bancaire. Après, on peut prévoir un mécanisme bancaire qui serait pris en charge en partie par l'État, comme ça a été le cas pour les prêts d'Aman, notamment avec une garantie de l'État importante qui favoriserait davantage les TPE. Ça peut être aussi envisagé. Et là, effectivement, ce serait le GPBM et l'État qui seraient conjointement là pour aider la très petite entreprise. Très bien. Un dernier mot, professeur Touhami, pour clore cette conversation. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Selon vous, c'est une question que se pose tout le monde, que ce soit les entrepreneurs ou les citoyens, consommateurs. Je crois qu'on doit rester optimiste. Je crois que d'abord, on espère que l'année soit sauvée, au moins la dernière partie de l'année, avec les précipitations et les dernières pluies. Donc ça, c'est une lueur d'espoir. On doit toujours compter sur les transferts des travailleurs marocains à l'étranger, ce qui est des résidents marocains à l'étranger. Non, mais on s'attend à une baisse. On s'attend à une baisse, puisque les 2 dernières années, c'était exceptionnel. On s'attend à une baisse, mais il y a ça. On espère aussi que les tensions géostratégiques s'atténuent pour que le prix de pétrole revienne à quelque chose comme 70-80 $. Ça nous soulagerait. Donc, on doit rester optimiste. Et puis, les responsables, le gouvernement doit faire sa part et revoir exactement comment on peut agir, aider la petite et moyenne entreprise, aider les ménages, aider la classe moyenne et en particulier préparer une loi de finances 2023 à la hauteur des attentes des citoyens. C'est ça ce qu'il faut faire tout de suite.
Et sachant que la loi de finances rectificative est aujourd'hui... Le gouvernement ne veut pas y adhérer. Oui. Les dernières déclarations des responsables du gouvernement disent non. Alors bon, d'accord, ils font par morceaux, ok, ils disent qu'on peut gérer, c'est ce qu'ils font. Mais pour 2023, il faut que ça soit plus que ça. Je crois que ça va être une véritable première loi de finances pour ce gouvernement, puisque l'autre, il l'a presque hérité. Il était déjà là lorsque l'actuel gouvernement a pris les rênes du pouvoir. Alors pour ce qui va venir pour 2023, je crois qu'on veut espérer, et donc il faut que le gouvernement trace de nouvelles lignes pour la loi de finances 2023. Au-delà d'une crise conjoncturelle, c'est de réelles crises structurelles qui ont apparu avec les crises sanitaires et aussi crises géopolitiques, en l'occurrence la guerre en Ukraine. Merci beaucoup, professeur Abdelkhalq Touhani. C'est un plaisir, madame. Largement partagé. Merci aussi à Amine Djouri pour l'ensemble de vos éclairages ce soir. Toujours un plaisir de vous accueillir. Merci, c'est un plaisir également. Voilà, c'est la fin de Question d'Actu. Très bonne soirée à tous.